Bonsoir et bienvenue dans le 19-20, une heure d'information en continu. Et tout d'abord, les titres de l'actualité nationale ce soir. Le grand chassé-croisé de l'été, des millions de vacanciers dans les gares, les aéroports et sur les routes. Le week-end le plus chargé de l'année, circulation très dense ce soir et de gros bouchons en perspective demain. Plus de 7000 hectares de végétation brûlée, c'est le bilan de cette semaine d'incendie dans le sud-est et en Corse. Ce sera aussi à la une de l'actualité régionale. Les personnes évacuées ont été autorisées à rentrer chez elles. 86 galets sur le toit du monde. Le retour des marcheurs de l'Himalaya. Ils sont arrivés en début d'après-midi à l'aéroport de Nice. Invité de ce journal, celui qui est à l'origine de ce projet en mémoire des victimes de l'attentat de Nice, Noël Smara. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Enfin, nous verrons comment les eaux de baignade sont surveillées, des risques de pollution aux macro-déchets. C'est du ciel. Le conseil départemental 06 a présenté son dispositif estival aujourd'hui. Même si c'est l'accalmie sur le front des incendies, les sapeurs-pompiers restent toujours mobilisés. Toutes les zones dévastées sont placées sous surveillance pour éviter bien sûr les reprises. Dans le Var, les touristes ont pu regagner leur centre de vacances ou encore les campings. Michel Aliaga, Francis Di Cesare. Quoi de mieux qu'un bon apéro pour réconforter ces touristes? 20h, leur camping vient de rouvrir. Spontanément, ils se sont réunis autour d'un verre pour tenter de digérer le traumatisme de la nuit de mardi à mercredi. Vers 1h, 1h30, on a entendu plein de voitures devant. Là. C'est une ligne droite de voitures. J'ai dit, putain, merde, on évacue quoi. On a rassemblé vraiment 2 affaires, mais le minimum syndical, et on est parti. Ces touristes ont senti le vent du boulet. Le feu s'est arrêté à 150 mètres de leur caravane. Ils étaient au cœur de la Pinède. Le retour dans leur camping est un soulagement, dans la joie, après 2 jours irréels. À Le Ver, c'est très agréable. Non, c'est agréable de se trouver maintenant parce que c'est vrai que ça avait une impression qui redescend un peu. On a pu se doucher, on a pu se retrouver un peu, s'habiller, retrouver des vêtements propres. Delphine et Camille, elles, font la vaisselle. Elles viennent à peine de rentrer, mais il y a de quoi s'occuper. On range, on dépoussière, on jette tout ce qui est dans le frigo, puisqu'il n'y a pas eu d'électricité pendant tout ce temps. Voilà. Et vous faites la vaisselle? Et on fait la vaisselle. La vaisselle de mardi soir. La vie reprend son cours pour les 150 personnes évacuées. Presque surprise que le camping soit intact, les vacances vont pouvoir commencer. On est soulagés de tout retrouver, quoi. Parce que on est parti vite, donc on a pris vraiment le minimum, donc on avait tout laissé le reste, quoi. À côté du camping, le QG des pompiers a retrouvé une certaine quiétude, le calme après la tempête. Les soldats du feu ont dormi là, à l'affût d'un retour de flamme. Et ces feux de forêt ont-ils des conséquences sur le tourisme? Des conséquences bien sûr négatives? Y a-t-il eu des départs précipités, des annulations s'agissant des réservations? Tentative de réponse avec Patrick Deus et Franck Farrugia. Sur le littoral varois, de Ramatuelle à Bormes-les-Mimosas, les hébergements de plein air évacués pour des raisons évidentes, comme le montrent ces images, ont retrouvé à 95% leur clientèle. Des touristes conscients des événements mais confiants, comme ici hier, dans ce camping de 2000 personnes. Ça ne m'inquiète pas du tout, parce que je sais qu'il y a les pompiers qui sont là pour faire leur travail. C'est vrai que nous, d'ici, on voyait des grosses fumées noires et tout ça, donc effectivement, on en a entendu parler. Mais après, moi, je n'ai pas entendu des gens qui voulaient partir à cause de ça, quoi. Un minimum d'annulation de réservation a été constaté dans l'ensemble des 240 campings du Var. Là, on a beaucoup de clients au téléphone qui viennent à nous rappeler pour savoir si le camping a été touché ou si nous faisons partie. Donc nous rassurons nos clientèles au maximum que malheureusement ces dégâts ont eu lieu à une petite quinzaine de kilomètres de chez nous. Il faut dire que dans ce département, la solidarité a joué ces derniers jours en faveur des évacués. On avait mis en place en urgence la possibilité de rapatrier des gens et de les héberger dans d'autres campings qui n'étaient pas sinistrés, qui étaient dans des zones sécurisées. Ça a pas mal fonctionné. Il y en a qui ont accepté d'aller dans les campings pour la durée d'une nuit ou 2 nuits. Aujourd'hui, ils ont réintégré leur camping. Dans la grande majorité, ils continuent leurs vacances normalement. Côté hôtel, même son de cloche, les incendies n'ont pas eu raison, des réservations à quelques exceptions près. Il y a quelques reports. Il y a des gens qui nous appellent pour être sécurisés, mais
on sent le désir quand même de venir. Ils n'ont pas du tout envie de ne pas venir. Ils se renseignent, au contraire, ils tiennent absolument à venir, donc on n'a pas d'annulation. Au final, estivants et professionnels du tourisme ont gardé le sourire et tirent un grand coup de chapeau aux soldats du feu qui veillent sur leurs vacances. Plus de feux de forêt, mais la sécheresse est toujours là. La préfecture du Var a annoncé aujourd'hui les premières mesures de restriction d'usage de l'eau sur une grande partie du département. Il est désormais interdit d'arroser entre 9h et 19h. Liste complète des communes concernées sur le site internet de la préfecture du Var. Séquence émotion cet après-midi pour le retour des marcheurs de l'Himalaya, ceux qui ont déposé sur le toit du monde les 86 galets au nom des victimes de l'attentat de Nice. On en parle dans quelques instants avec celui qui est à l'origine de ce projet. Mais tout d'abord, le reportage à l'aéroport de Nice signé Véronique Varin et Laurent Verdy. De retour du toit du monde, redescendus parmi leurs proches, submergés par une émotion à la hauteur de ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce que tu m'as montré, Valor, ça va Le 12 juillet dernier, Noël, Nora, Steve, Noémie, Vincent, 16 marcheurs au total ont grimpé en Himalaya le Stok Kangri pour y déposer à 6153 mètres d'altitude 86 galets portant les noms des victimes de l'attentat de Nice. Un geste pour ne pas oublier, un souvenir à jamais gravé. C'était émouvant, génial, c'était super. Voilà, on sait pourquoi on est monté, on est là, voilà, on est un peu récompensé et puis on les oublie pas. Voilà. Ils reviennent tous exténués de cette expédition d'un mois au cours de laquelle ils ont aussi distribué des fournitures dans des écoles népalaises. Mais aujourd'hui, cette fatigue n'est rien. Il y a tout qui a marqué. Il y a autant le sommet que ce qu'on a fait à côté, ce qu'on a fait à part. C'était tous des bons souvenirs. C'est important pour moi de porter les valeurs de ce projet. C'est ce qu'on a envie de faire dans notre vie, en fait, porter de la solidarité, le goût de l'effort. C'est vraiment des choses importantes à mes yeux. Les 16 marcheurs sont arrivés jusqu'au sommet, hein. Donc un grand bravo à eux. Et merci pour l'accueil, hein. Super. Bravo surtout à Noël Smara, nous ont dit tous les marcheurs. Ainsi, le président de l'association Exploits sans frontières a eu droit à un cadeau spécial. Ça fait un beau résumé, tu vois, du début jusqu'à l'arrivée. Ils ont accompli une belle performance sportive, un exploit même pour ceux qui n'avaient jamais fait de montagne avant. Mais l'essentiel restera la trace dans leur cœur et dans ceux des familles des victimes. Cela valait bien un accueil triomphal. Et pipi pourra, Noël Smara, merci d'avoir accepté notre invitation, car je sais que vous êtes fatigué de ce voyage, vous descendez tout juste de l'avion. Alors vous êtes à l'origine de ce projet, ça doit faire très plaisir d'avoir réussi la mission et cet accueil à l'aéroport, cet accueil des Niçois. Bien sûr, revenir à Nice avec un accueil chaleureux, bien sûr ça fait plaisir. Puis d'autant plus déposer 86 galets jusqu'au sommet du Stok Kangri, pour moi c'est quelque chose de magique et c'est porteur d'espoir et c'est aussi porter un message à toutes ces familles qui sont endeuillées, toutes ces personnes qui ont porté secours ce soir-là. Donc leur montrer que réaliser un projet comme ça, c'est voilà. Vous aviez une sacrée responsabilité quand même sur les épaules parce que pour des familles c'était très important que vous y arriviez. Oui, bien sûr, ça a été dur, sachant que sur la cordée nous étions 20 au total avec les médias. Donc sachant qu'il y a des personnes qui ont un niveau différent, un âge différent, ça a été très dur. Il y a eu des moments vraiment très durs où vous avez dit on va pas y arriver ou vous y avez cru quand même tout le temps de l'expédition? Non, il y a eu des moments où on est très dur, surtout pas le dernier tronçon, mais la partie du mur de glace. Là, je me suis posé beaucoup de questions et par moments j'avais peur. Ouais. Parce que vous-même, vous n'êtes pas alpiniste. Non, pas du tout. Moi, je suis comme vous. Hein. Je suis quelqu'un qui aime le sport, le dépassement de soi et l'aventure humaine. Donc, pour moi aussi, ça reste une difficulté. Ouais. Et comment vous avez eu l'idée de ce projet? Est-ce que nous rappelez la genèse de ce projet, l'origine? Voilà, tout vient du 14 juillet 2016. Nous étions à plus de 6000 mètres d'altitude, mon équipe et moi-même.
nous pensions arriver à un jour de fête nationale et bien sûr on est arrivé à un jour de deuil national et on ne savait pas ce qui se passait à Nice. 2 jours après être arrivé en ville, on a été sur les réseaux sociaux pour raconter notre exploit. Et là on découvre le massacre, l'inacceptable et à mon retour en France, à Nice, j'ai eu l'idée de réaliser un autre projet, mais pour toutes ces personnes qui sont dans le deuil, qui sont endeuillées, et toutes les personnes qui ont porté secours. Donc le but, c'était avec nous, porter 86 galets de la prom et les déposer jusqu'au sommet du stock Cangri. Mais avant ça, il me fallait l'aval des familles. Donc j'ai présenté le projet à l'association Promenade des Anges, et qui ont tout de suite suivi mon projet. Et là, j'ai réalisé mon équipe pour pouvoir retourner à ce sommet. Alors c'est bien sûr trop tôt, mais est-ce que vous avez d'autres projets en tête avec votre association Exploits sans frontières ? J'en ai toujours plein autour de ma tête. Mais pour l'instant, c'est la reprise du travail, se reposer un petit peu et est-ce que vous reprenez le travail lundi, hein ? Tout à fait. Vous avez le week-end pour vous reposer. Vous êtes ambulancier, hein, c'est ça ? Tout à fait, au SAMU de Nice. Merci beaucoup Noël Smara d'être venu sur ce plateau pour nous raconter cette incroyable aventure. Et on reste en altitude, non pas à 6000 mètres, juste au-dessus de la Méditerranée, car tous les étés, depuis 45 ans maintenant, les eaux de baignade sont surveillées par avion. Tous les jours, du 1er juillet au 4 septembre, un petit Cessna survole la côte pour détecter les macro-déchets. Un dispositif mis en place par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes que nous présentent Chantal Fazy et Jean-Paul Bierlein. Vue du ciel, la mer ne peut rien cacher. Tous les matins, en période estivale, ce petit avion la survole pendant 2 heures et passe au crible les 120 km de côte entre Théoul et la frontière italienne pour y détecter la pollution de surface. On trouve beaucoup de végétaux, du bois, des planches, des troncs d'arbres parfois, en fonction des conditions météo, s'il y a eu des forts orages qui ont ramené ces végétaux vers la mer. Et puis on trouve beaucoup de plastique, de carton, des bouées, soit amenés par les courants marins, soit abandonnés par les plaisanciers. En liaison radio avec les avions, les bateaux nettoyeurs se chargent ensuite de traiter par émulsion dans la bande des 300 mètres les éventuelles nappes d'hydrocarbures laissées par les bateaux et de récupérer les macro-déchets emmenés par les courants ligures. Ces bateaux sont équipés de 2 filets, sur bâbord et sur tribord, droite et gauche. On déploie ces filets et les macro-déchets viennent rentrer dedans. On a un sac patate, un bout qui est un sac biodégradable. On collecte les macro-déchets, on les stocke à bord et on va les débarquer au port le plus proche dans des conteneurs appropriés en fonction du déchet. L'an dernier, ce sont plus de 200 mètres cubes de déchets qui ont ainsi été récoltés le long des côtes avant qu'ils ne s'échouent sur le rivage. Un enjeu touristique majeur pour le département et pour les baigneurs, le plaisir de plonger dans une eau claire. Et à propos de déchets, justement, depuis hier au musée océanographique de Monaco, les visiteurs peuvent découvrir un aquarium un peu spécial. Il a été conçu par Philippe Pasqua, un artiste contemporain. Son œuvre illustre la nouvelle campagne mondiale de lutte contre la pollution des mers et des résidus plastiques dans laquelle s'est investi le musée monégasque. Nathalie Morin, Séverine Neckelmann. Au milieu des aquariums aux splendides poissons de couleur, l'un d'entre eux, différent des autres, attire l'attention des visiteurs. Tout, à part la tête de clown trônant au milieu, est terne, rouillé. Il s'agit en fait d'un bac rempli de déchets marins. Ça interpellera un peu les gens et puis ça sensibilisera peut-être les gens à ce qu'ils fassent un peu plus attention à ce que la nature ne soit pas détruite par tout ce que les gens peuvent jeter, quoi. En fait, c'est l'œuvre de Philippe Pasqua, un artiste contemporain qui a mis en exergue les problèmes de pollution marine. C'est très bien fait, c'est beau, c'est original et ils ont bien fait de faire ça. Pourquoi ? Ça montre aux gens que ce qu'on fait, c'est pas bien. Qu'on détruise, qu'on se permette de jeter des déchets dans la mer, je trouve ça choquant. Un projet qui s'inscrit dans une campagne mondiale. Hong Kong, Vancouver, Moscou. Au total, 83 aquariums joueront le jeu, au moins jusqu'au mois d'octobre. Un musée océanographique, ça parle à ses visiteurs en utilisant la science, en utilisant les explications, mais
Au musée océanographique de Monaco, nous aimons bien également parler à votre cœur et pour cela utiliser l'art. Les gens sont peut-être plus sensibilisés en regardant ces affreux déchets que lorsque c'est moi qui leur explique qu'il faut faire attention aux pollutions plastiques. Un enjeu crucial puisque 80% des détritus retrouvés en mer proviennent de la Terre. Un autre chiffre aussi qui est édifiant, c'est 10 millions de tonnes de déchets par an qui sont déversés dans les océans, ce qui équivaut à un camion benne d'ordures par minute, ce qui est considérable. Un constat alarmant qui contraste avec la vision idyllique de la Grande Bleue et de son écosystème. Une prise de conscience nécessaire pour que nous ayons encore la chance de pouvoir l'admirer. On reste en mer avec le Tour de France à la voile qui fait escale à Nice pour 3 jours de régate. Ce matin, avant la première étape niçoise, 6 bateaux étaient encore en lice pour la victoire finale, dont celui de l'équipage local, un équipage azuréen, le team SFS, qui connaît bien donc la navigation et les conditions changeantes de la baie des Anges. Yannick Fournigaud, Jacques Saufeur ont rencontré cet équipage. Il y a un an, Sofiane Bouvet se battait pour une médaille olympique dans les eaux de la baie de Rio. Cette année, avec ses copains de la Société des régates d'Antibes, Gauthier Germain et Achille Nebou, il s'est attaqué au Tour de France à la voile. Pour cette dernière étape à Nice, la ville où il est né, la pression est un peu plus importante. Je vais avoir des proches qui vont venir ce soir pour nous voir et voir aussi les bateaux, donc ça c'est vraiment top. Et après, le seul truc qu'il faut faire attention, c'est justement quand on est à la maison, on a tendance à des fois, pourquoi pas surjouer ou se rajouter de la pression supplémentaire. Et c'est là-dessus que j'ai dit à mes équipiers de faire attention. Après 8 étapes, le bateau skippé par Sofiane occupe la 2e place du classement général. L'équipe connaît bien les conditions parfois difficiles de la Méditerranée et compte bien en tirer profit. On est dans des vents légers avec souvent du clapot, donc pas mal de petites vagues qui arrêtent le bateau. Dans du vent très léger, c'est très dur. Donc ça demande beaucoup de technique de barre. Bon, là, on peut faire confiance à Sofiane là-dessus, il est très à l'aise. Pour la 7e fois, Nice vit l'étape du Tour de France à la voile. La baie des Anges est devenue incontournable pour les grandes régates en Méditerranée. C'est formidable, on est dans un écrin incroyable avec cette promenade des Anglais qui est évidemment iconique, somptueuse et puis qui apporte beaucoup au Tour parce qu'elle est connue internationalement et nous on a vraiment ce projet de développer cet événement qui est déjà un monument de la voile française et d'en faire un monument demain de la voile internationale. Pour voir les bateaux passer à quelques mètres des plages, il reste encore 2 jours de course. Samedi et dimanche auront lieu les dernières régates qui clôtureront cette 40e édition du Tour de France à la voile. Et sachez que l'équipe azuréenne SFS a terminé premier aujourd'hui, mais en raison de la 3e place du bateau de la fondation FDJ des Pieds et des Mains, FDJ a été assuré de sa victoire dans la 40e édition du Tour de France à la voile. Tous les détails et les réactions sur ce Tour de France à la voile sur notre site internet paca.france3.fr. On prend la direction de Vence maintenant pour le festival Les Nuits du Sud, le festival qui propose une nouvelle soirée très alléchante. Cécile Bonté-Baraxiar, vous êtes sur place accompagnée de Benoît Lotte et ce soir sur scène on pourra entendre l'un des plus grands ambassadeurs de la musique cubaine. Et oui, ce soir, Vence va se mettre à l'heure de la Havane avec la venue d'un monument de la musique cubaine, une des dernières stars du Buena Vista Social Club, Eliades Ochoa. À lui seul, il représente tout un pan de l'histoire de cette musique traditionnelle. Celui qu'on surnomme le Johnny Cash cubain vient présenter son nouvel album, un retour aux sources avec son groupe Cuarteto Patria, et je vous propose d'écouter un extrait.
Et ce soir, Eliades Ochoa ne sera pas seul sur scène. En deuxième partie, ce sera au tour de Slimane, le chanteur au registre plutôt variété teinté de R&B. Alors, vous pouvez le voir derrière moi, dernier réglage avant le raz-de-marée cubain. Et c'est un style qui plaît aussi ici au festival, puisque les Nuits du Sud s'achèveront demain sur un autre duo musique cubaine, musique française, avec au programme le groupe Acere, suivi d'un concert de Gérald de Palmas. Merci Cécile pour toutes ces informations et puis autres événements avec ce soir à Nice, le grand bal des sapeurs-pompiers de Nice. Voilà, 3 ans maintenant qu'il est de retour avec un thème cette année 100% niçois. Les sapeurs-pompiers ont choisi cette date du 28 juillet, le temps de laisser passer les commémorations de l'attentat de Nice. Reportage de Nathalie Morin et Emmanuel Félix. Ils reviennent sur la tradition des bals des sapeurs-pompiers. Image souvenir du bal du 14 juillet pour plusieurs générations. Souvent organisé par les sapeurs-pompiers, c'était un événement à ne pas manquer. À l'époque d'ailleurs, c'était plutôt des balles de caserne. Mais entachés, victimes de nombreuses bagarres, ils ont été suspendus durant 25 ans. Alors aujourd'hui, à Nice, pour les soldats du feu, une nouvelle mission se prépare. J'ai un truc à vous demander. Il faut mettre les chiennes avec la bande de roll-ball. À la tête du commandement, le colonel Ricky et son frère mettent en place le dispositif. Et après un an de deuil nécessaire, entre nous, on a envie de se retrouver et on a envie de retrouver les Niçoises et les Niçois à travers une soirée 100% niçoise, voilà, et que les gens viennent faire la fête avec leurs sapeurs-pompiers. En plus, en ce moment, on a besoin de soutien. Voilà, hein, la saison est difficile. Voilà, on va s'accorder 4 heures de fête absolue. Et au programme, Nux Vomica, qui représente mieux Nice que ce groupe identitaire niçois, donc c'était une évidence pour nous qu'il soit présent. Un groupe de sapeurs-pompiers overdrive que du rock et bien sûr un DJ niçois qui ça fait 20 ans qui occupe la scène de toutes les boîtes de nuit de Nice. Un spectacle organisé par les pompiers eux-mêmes, l'occasion pour certains de dévoiler ici certains de leurs autres talents. Je suis aussi le chanteur du groupe Overdrive, donc on chantera, on l'espère, pour le plaisir de tout le monde et on animera une partie de la soirée juste avant Nux Vomica qui, je suis sûr, mettra le feu à la scène. Une rencontre avec le public qui a commencé depuis le 15 juillet dans les rues de Nice. Longtemps plébiscité, le retour du bal est plutôt bien accueilli. Il fallait renouer avec la tradition. C'est toujours très sympa l'ambiance. Il y a l'ambiance, hein. C'est des bons vivants les pompiers. Ils sont sympathiques et la fille de mon mari, elle y est tout le temps. Ah bon, quand il y a quelque chose pour les pompiers. Et vous, jeunes, vous y alliez déjà? Oui, à Magnan, maintenant je vais aller là. C'est une signification quand même, le bal des pompiers, c'est pas n'importe quoi. C'est des gens déjà qu'il faut vraiment respecter, il faut continuer à les soutenir, quoi. On a besoin d'eux à fond. Pour ce faire, rendez-vous au Théâtre de Verdure à 19h30. À l'image de cette répétition, plusieurs surprises vous y attendent, moyennant 12 € l'entrée. Le prix pour découvrir la suite. Et c'est ce soir, vous avez donc encore le temps de vous y rendre si vous habitez pas trop loin du Théâtre de Verdure de Nice. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Restez avec nous, le 19-20 se poursuit avec à suivre la météo régionale et le journal national. Mais tout de suite, accrochez-vous, c'est Embarquement immédiat, notre magazine sportif. Très belle soirée.